Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au personnage Alan Quatermain, personnage de fiction créé par Henry Rider Haggard, apparu pour la première fois dans le roman Les Mines du roi Salomon en 1885. Il est le héros de 3 autres romans et d'une série de nouvelles par le même auteur. Alan Quatermain, c'est un chasseur britannique de l'époque victorienne, originaire de l'Oxfordshire dans le sud-ouest de l'Angleterre. Benjamin d'une fratrie, il fait preuve de courage dès ses jeunes années en sauvant d'un incendie Stella Carson, qui deviendra ultérieurement sa seconde épouse. Durant son enfance, sa mère et ses frères meurent victimes d'empoisonnement. Alan et son père décident alors d'émigrer en Afrique du Sud. Par rapport à ces histoires, il y a eu plein d'adaptations cinématographiques. En 1919, nous avons Horace Lisle Lucock qui réalise donc un film muet appelé Alan Quatermain avec Albert Lawrence dans le rôle de Alan Quatermain. Donc c'est un film muet sud-africain et actuellement non disponible car disparu à jamais a priori. En 1937, le réalisateur Robert Stevenson, à ne pas confondre avec l'écrivain Robert Louis Robertson, réalise le film Les Mines du roi Salomon avec Cédric Hardwicke dans le rôle d'Alan Quatermain. Donc il adapte le premier bouquin. À la différence des autres versions, donc on y trouve 3 chansons de gospel, ce qui lui donne un côté Broadway, comédie musicale. Donc ça c'est le deuxième film, ils y ont mis de la chanson, ce qu'on retrouvera plus jamais après. En 1950, Compton Bennett et Andrew Marton réalisent leur Mine du roi Salomon, donc c'est un remake avec Stewart Granger dans le rôle de Alan Quatermain. C'est un film Technicolor produit par la MGM qui a eu un beau succès. En 1959, Kurt Neumann réalise une suite à ce film qu'il appellera Watusi. Donc nous avons George Montgomery dans ce film qui interprète le fils de Alan Quatermain appelé Harry Quatermain. Le film réutilise certaines séquences du film précédent, donc c'est pour ça qu'on peut dire que c'est vraiment une suite. En 1977, nous avons encore un nouveau film, Alan Quatermain et les Mines du roi Salomon, réalisé par Alvin Rickoff avec John Colicos dans le rôle de Alan Quatermain. C'est une réadaptation plutôt mauvaise du livre original. Donc je vais vous montrer ce que j'ai en collection. Donc j'avais un film concernant ce personnage de Alan Quatermain. Donc les films qui sont vraiment focus sur lui. Je ne vais pas parler de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires où là il pioche des personnages un peu partout. Donc j'avais les Mines du roi Salomon dans la collection. Film qui était appelé originellement Alan Quatermain et la pierre des ancêtres. Réalisé par Steve Boyum pour la télévision. Donc ce réalisateur c'était un cascadeur qui a fait office de réalisateur parfois. Donc c'est une mini-série d'aventures en fait, qui dure à peu près 173 minutes, diffusée le 6 juin 2004 aux États-Unis sur la Hallmark Channel et en France ensuite sur M6, diffusée donc le 30 décembre 2004. Donc ce Blu-ray là que j'ai en collection depuis un bout de temps, c'est disponible qu'en français, avec une image potable. Voilà, c'est sans éditeur, c'est un peu un Blu-ray pirate en fait, mais c'est un vrai master, une vraie, voilà, quelque chose qui a vraiment été pressé, mais dedans il n'y a que de la VF. Par contre l'image est pas mal, donc je l'ai jamais regardé. Donc j'avais que ça dans la collection, donc on va passer tout de suite aux achats. Donc grâce à Blue Cats Collectible, j'ai pu me procurer le film de 1985
pour 15,50 € en VHS Box. Donc c'est une édition ESC distribution. La société de production Cannon Group de Yoram Globus et Menahem Golan, ils veulent continuer à exploiter l'attirance du public pour les films d'aventure à la Indiana Jones. Elle fait donc appel à des scénaristes qui ont déjà fait leur preuve dans le genre. Ils choisissent donc Gene Quintano et James Robert Silke pour l'écrire. Je vais vous parler de ces deux scénaristes. Gene Quintano avait déjà écrit un scénario pour le film d'aventure Le Trésor des Quatre Couronnes, sorti avant Alan Quatermain en 1983, et qui parlait de pierres précieuses cachées depuis longtemps. On peut imaginer qu'il s'est inspiré de ce film pour le scénario du nouveau. Donc il est plus connu actuellement pour ses talents de mise en scène de films parodiques, tourné après le film que je vous présente actuellement. Donc je vais vous citer par exemple son film parodique Alarme fatale, sorti en 1993, qu'il a scénarisé et réalisé lui-même, donc avec Emilio Estevez et Samuel L. Jackson. Il a aussi scénarisé les films Police Academy 3 et 4 de 1986 et 1987. C'est sûrement le côté parodie d'Indiana Jones qui l'a fait travailler ensuite sur de tels projets, vu qu'il avait été assez doué sur ce premier film. Le deuxième scénariste, James Robert Silke, est un graphiste qui travaille aussi pour la Cannon Group en tant que scénariste. Il avait déjà écrit un scénario d'un film d'aventure appelé Sahara, sorti en décembre 1983 et déjà inspiré par Indiana Jones, sur une histoire de Menahem Golan. Il a écrit ensuite les scénarios des films Ultime Violence Ninja 2 et Ninja 3 La Domination de Sam Firstenberg en 1983 et 1984, ainsi que le scénario du film Les Barbarians de Ruggero Deodato en 1987. Retour à la production du film, donc la Canon dégage un budget de 12 millions de dollars à peu près pour ce film et ils vont essayer de ressembler à Indiana Jones sans refaire la même chose pour éviter les ennuis judiciaires. Le personnage principal a donc une profession différente, des armes différentes et un costume de composition proche mais aussi différent. Il fallait que ça rappelle Indiana Jones sans le montrer en un pour un. Pour le casting du réalisateur, donc ils ont fait appel à un réalisateur qui avait déjà travaillé avec la Canon, donc ils ont choisi Jack Lee Thompson qui avait réalisé pour la Canon Le Justicier de minuit en 1983, film avec Charles Bronson. Mais ce réalisateur a fait aussi d'autres beaux films comme Les Canons de Navarone en 1961, ainsi que La Conquête de la planète des singes en 72 et La Bataille de la planète des singes en 73. Ça c'est les suites du film de base La planète des singes. Pour les acteurs, donc Richard Chamberlain va interpréter le héros Alan Quatermain. Il accepte le rôle car Harrison Ford a connu le succès aussi avec ce genre de rôle auparavant, donc il trouve que c'est une bonne idée d'accepter ce rôle et il n'avait plus fait de film depuis 1982 faute de bon scénar. On avait pu le voir dans La Tour Infernale de John Guillermin quelques années auparavant. Sharon Stone joue une étudiante en archéologie dans le film. Elle avait joué un petit rôle auparavant dans La Ferme de la Terreur de Wes Craven en 1981 et dans Divorce à Hollywood de Charles Shyer en 1984. Kathleen Turner avait aussi reçu une offre pour faire ce film, une offre de 1,5 million de dollars pour jouer le rôle principal féminin de Jess Houston, mais elle l'avait refusé parce que le personnage était trop similaire à Joan Wilder, son personnage dans le film À la poursuite du diamant vert de Robert Zemeckis sorti en 1984. Dans ce film, on retrouve aussi John Rhys Davies qui interprète Dogati, un marchand d'esclaves. On a pu le voir auparavant dans Les Aventuriers de l'Arche perdue de Steven Spielberg en 1981, comme par hasard dans Indiana Jones, mais aussi dans Sahara de Andrew McLachlan en 1983, qui s'inspirait aussi d'Indiana Jones. Enfin, dans les acteurs connus, nous avons l'acteur Herbert Lom, un acteur tchèque né le 11 septembre 1917, qui interprète l'officier allemand. On a pu le voir dans Dead Zone juste avant, le fameux Dead Zone de David Cronenberg en 1983. Parlons un petit peu de la production. Donc la photographie a été
réalisé par le Mexicain Alex Phillips Jr., sous la demande du réalisateur qui avait déjà travaillé avec lui sur le film d'aventure Cabo Blanco en 1980. Le tournage dure pendant 10 mois dans la région du Mashonaland au nord-est du Zimbabwe. Donc c'est une durée de tournage assez longue pour une production Canon. L'équipe comprenait de nombreux Israéliens et Sud-Africains, ce qui a suscité certaines objections de la part de la population arabe locale. La Ligue arabe a protesté contre la représentation de tous les personnages arabes comme des esclavagistes, mais Chamberlain a déclaré « Je pense que les gens sont des gens et je me moque de savoir d'où ils viennent, tant qu'ils font du bon travail. Il s'agit d'une comédie et l'un des meilleurs moyens de lutter contre les stéréotypes dépassés est bien sûr de s'en moquer, voyons. Cela montre à quel point ils sont absurdes, ces stéréotypes. » Donc voilà, ça a causé pas de mal de problèmes. Donc ces représentations de l'esclavagisme, mais bon, il y a toujours eu ça dans les films avant, et il fallait bien s'en moquer dans ce film. Donc voilà, ça a été mal compris. Pour la post-prod, le réalisateur a encore fait une fois appel à une connaissance de ses anciens films pour la bande-son. Donc c'est Jerry Goldsmith qui est venu travailler sur ce film. Et donc ce compositeur avait déjà travaillé avec lui sur L'homme le plus dangereux du monde en 69 et La mort en rêve en 1975 avec le même réalisateur. Donc. Jerry Goldsmith donc, va composer et diriger cette musique et ça va être interprété par l'orchestre de l'Opéra national de Hongrie. Le montage il sera réalisé par John Shirley, qui a travaillé sur L'homme au pistolet d'or de Guy Hamilton en 1974. Concernant la distribution du film, donc ça sort aux États-Unis le 22 novembre 1985 et en France le 26 février 1986. Le film est mal noté, mais il attire tout de même le public avec un box-office de 15 millions de dollars et à la télé il a été pas mal de fois diffusé. Et c'est un film bien aimé, même si c'est un peu moins bien que du Indiana Jones. On va passer désormais à l'unboxing de cette jolie édition VHS Box. Alors, nous allons déblister ce coffret. A priori, ça s'ouvre par le dessous. On va y aller par le dessous. Comme ça, on va pouvoir laisser le plastique autour de la VHS Box pour la protéger. Voilà, c'est ouvert. Hop, les coins. Hop, on rabat le plastique et voilà la VHS Box. C'est ouvert. Donc on va faire le tour du propriétaire avant de regarder l'intérieur. Donc à l'avant, c'est indiqué en haut édition collector. On a une affiche avec les différents personnages dessinés. Je ne sais pas si c'était l'affiche originale du film ou si c'est une réinterprétation. Donc on retrouve Sharon Stone, Richard Chamberlain. Hop, les deux acteurs. Des crocodiles, un trésor ici, un avion, des têtes de mort. On a les crédits qui sont aussi à l'avant. Donc c'est les personnes que je vous ai mentionnées la dernière fois. Au début, je veux dire. Sur la tranche, vous avez le logo DVD, Blu-ray disc, VHS, mais il n'y a pas de VHS dedans, c'est la VHS Box. Sur l'autre tranche, ok. Sur le dessus, c'est similaire. Donc c'est vraiment très très joli. À l'arrière, on retrouve les photos des acteurs principaux dans les endroits vraiment splendides qui ont eu lieu pendant le tournage. Donc c'est vraiment un film qui marque en termes de décor, c'est très très joli. Même si parfois c'est un peu moins bonne qualité que du King Kong, du Guillermin en termes de décor, mais c'est quand même très agréable à regarder. Voilà le résumé du film, les informations sur les acteurs et sur le livre original. Donc c'est en anglais et en français, sous-titré français. Le film fait 1h40. Et après il y a plein de petits détails en petit qu'on ne sait pas lire. Il y a du TTS HD Master Audio, mais il ne nous indique pas si c'est stéréo, 5 points, on n'a pas les informations ici. Donc voilà, on va regarder l'intérieur de la VHS Box. Donc ici on a la reproduction de la VHS en boîtier, cartonné, très solide. Le devant de la VHS
Donc il y a... Bon, s'ils avaient collé un sticker dessus, ça aurait été top, hein, ça aurait vraiment ressemblé à une VHS, mais bon. C'est imprimé directement sur la boîte, en français. C'est très joli, très qualitatif, comme on dit d'habitude. Voilà, bon, ça a été présenté pas mal de fois sur YouTube, hein, mais voilà. Je l'ai eu il n'y a pas longtemps, donc je vous fais ça aujourd'hui. Alors, ah oui, ça s'ouvre c'est un coffret avec un rabat magnétique, hein, comme vous voyez. Voilà, faut pas te déchirer. Et à l'intérieur, on a tous les éléments. Comme vous voyez à droite, il y a le trou avec différents éléments, et à gauche, c'est une pochette en carton. Voilà. Donc on a une jolie photo des deux acteurs principaux, et à l'intérieur, je pense qu'on a l'affiche. Oula, mauvaise idée. Ça se casse de partout. Alors c'est parti, on va regarder l'affiche. En termes de taille, c'est moyen, quoi. Voilà. Plus grand qu'une feuille A4 en tout cas. Voilà. Très sympa si vous voulez l'afficher. Et à l'arrière, on a l'affiche originale du film. Oula, Sharon Stone. Regardez-moi ça. L'affiche originale du film avec Sharon Stone qui ne ressemble pas du tout à Sharon Stone. Peut-être ils voulaient mettre une autre actrice à l'époque où ils ont fait cette affiche, hein, peut-être. Peut-être. Oh, très sympa. C'est intéressant d'avoir cette affiche. Franchement, je suis content. Hop, voilà, on la range. On va sortir tous les éléments ici. Voilà, comme vous voyez à l'intérieur, vous avez les deux points noirs collés dessus pour pouvoir mettre ensuite le DVD et le Blu-ray. Donc ils font ça, ils mettent les DVD et Blu-ray en plastique pour pas que ça tombe, que ça se décolle pendant le transport, mais après, une fois chez vous, normalement, ça doit rester en place. Voilà. On va regarder donc les éléments fournis avec ce coffret collector. Donc ici, vous avez un magnète avec juste Richard Chamberlain. Je vous montre ça de plus près. Donc ça restera là dedans. Yep. On va en profiter pour ranger les éléments tout de suite dans le boîtier. Quoique, il faut placer les disques. Donc bon, on va mettre les éléments ici en attendant. On a un jeu de photos avec un petit filet en plastique pour les tenir ensemble. Ça fait vraiment des photos, hein, la matière là. C'est vraiment qualité photo. Elles sont un peu petites, hein. C'est des petits formats. Alors, je suis pas très fort en photo, donc je sais pas vous dire la taille, mais c'est du petit format. Donc nous avons ici un des acteurs l'officiellement, a priori. Donc ça, a priori, c'est Herbert Lom. Là, Richard Chamberlain. Il n'y a rien du tout au verso, hein. C'est pour ça que ça ressemble vraiment à des vraies photos, c'est top. Sharon Stone. Très jolie photo. Alors c'est vraiment intéressant. Il y a du grain sur les photos, j'aime beaucoup. Ça fait vraiment des vraies photos, voilà quoi. Des vraies photos d'époque, hein, de nos années 80. Voilà, très sexy. Richard Chamberlain, très bon dans ce rôle. Une petite scène avec un guépard, un lion, un guépard. La scène de la cuisson, hein, voilà. Ça c'est pas le meilleur moment du film, je trouve. Voilà, encore avec les cannibales. Et voilà, on est arrivé au début. Hop. Donc ça, on rangera plus tard peut-être si ça veut pas se mettre tout de suite. En effet, on mettra plus tard. Ensuite, vous avez édition collector, de la publicité pour leur coffret Universal Soldier. Ça j'ai déjà en 4K mais pas en VHS box, mais ça m'intéresse pas la VHS box. Donc dedans vous avez un supplément entretien avec Frédéric Albert Lévy, historien du cinéma, durée 23 minutes. Sur le Blu-ray, on retrouve de l'anglais en 2.0 DTS HD Master Audio et du français aussi en 2.0 DTS HD Master Audio sous-titré français, et la même chose pour le DVD. Un livret, un poster, 10 photos, un magnète. Très bien. Et ici, nous avons le petit livret explicatif, Indy et compagnie, donc en effet, c'est une parodie de Indiana Jones, mais c'est tout de même un film d'aventure, hein. Ah bah tiens, on a une jolie photo d'Harrison Ford ici en Indiana Jones.
Là, c'est la photo de Henry Rider Haggard, l'écrivain. Donc là, ça nous parle du studio de Cinecittà, de Tom Selleck qui n'a pas pu tourner dans Les Aventuriers de l'Arche perdue. Dommage pour lui. Anthony, l'aventurier du trésor des 4 couronnes dont je vous ai parlé au début du film. Un film que ses producteurs font tourner en relief. Ok. Alors là, c'est le film de 1950 avec Deborah Kerr et Stewart Granger, que je vous ai évoqué au début. Ici, nous avons Cédric Hardwicke et Annalie dans les mines du roi Salomon, version 1937. L'adaptation la plus proche du roman, a priori. Là, c'est George Montgomery, sous le chapeau léopard de Harry Quatermain, le fils de Alan Quatermain, dans Watusi, la suite des mines du roi Salomon. Ça a l'air d'être des films sympathiques. Patrick Macnee qui a joué aussi dans un film Alan Quatermain. Et John Colicos. Ok. Ici, s'il est là, on retrouve le tournage du film qu'on regarde ensemble aujourd'hui. Plein d'éléments. On retrouve quelques photos qu'on a déjà. Donc en individuel. Là, ça on l'a pas du tout en individuel. Donc on a James Earl Jones. Ça, ce sera pour plus tard. Là, le méchant, ça c'est pour la suite. Donc il nous parle de la suite. Bon, c'est sympa qu'il nous parle de tous les épisodes. Après, il parle du genre. Hein. Donc on a ici Benjamin Gates et les trésors des Templiers. Et en dessous, l'épisode les trésors du roi Salomon dans les aventures de Flying Carson. C'est des téléfilms. Ok. Et Sean Connery dans la Ligue des Gentlemen Extraordinaires où il interprète aussi Alan Quatermain. Donc, vraiment très bon livret. Hein. Je vais sûrement en apprendre plus que ce que j'ai trouvé pour l'instant sur le net. On va regarder maintenant les disques. Ici, vous avez le DVD. Avec une très jolie sérigraphie déjà, avec Sharon Stone et Richard Chamberlain. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sortir le disque et je vais le placer dans le coffret et ça tient bien, pas de souci. Voilà, la pochette servira pour autre chose. Et celui-là, c'est le Blu-ray. Donc comme vous voyez, nous avons une autre sérigraphie. Très belle édition. Franchement, je suis pas déçu de l'avoir acheté au prix auquel j'ai eu. Par contre, ça ne tient pas. Regardez-moi ça. Donc là, le système, c'est pas terrible. Ouais. Donc voilà, faut pas regarder le film tous les jours, hein, sinon vous fatiguez le point au milieu et les films ne tiennent plus. Mais bon, voilà, ça c'est fait. On va remettre les goodies à l'intérieur. J'ai pas beaucoup de VHS box, mais franchement, je trouve ça très sympa au final. On remet ça à l'intérieur. Et voilà pour cette première édition de cette franchise, de cette reprise de cette franchise avec Chamberlain et Stone. Et on continue les achats. Alors là, c'est un double achat. Donc en DVD et en Blu-ray, je me suis procuré le film Alan Quatermain et donc la cité de l'or perdu. Donc le DVD, je l'ai eu pour 50 centimes sur Vinted dans un lot et le Blu-ray sur le site d'ESC Distribution pour 10 €. Donc j'ai acheté plusieurs disques et sans frais de port, du coup ça me revient à 10 € comme le prix de vente. Donc là c'est un amarré et là nous avons un digipack. Donc je vais vous parler d'abord de la genèse de cette suite. La Canon voulait réaliser une trilogie et donc ils ont enchaîné le tournage du deuxième film directement suite au premier. Le scénario, ils ont repris Gene Quintano pour l'écrire ainsi que Lee Reynolds, donc un autre scénariste débutant qui travaillera ensuite sur le film Delta Force 2 de Aaron Norris pour la Canon. Pour le casting du réalisateur, la Canon choisit un réalisateur moins exigeant
pour cette suite, donc c'est Gary Nelson qui sera choisi, un réalisateur américain qui travaille surtout pour la télé, mais qui a fait quelques films connus qui ont bien marché, comme Le Trou Noir en 1979 pour Walt Disney. Pour les acteurs, ils reprennent Richard Chamberlain et Sharon Stone, et d'autres acteurs tels que James Earl Jones, qu'on a pu voir en photo tout à l'heure dans le livret, acteur qu'on a pu entendre dans Star Wars, car il fait la voix de Dark Vador, mais aussi dans Conan le Barbare en tant qu'acteur, donc film de John Milius sorti en 1982. Enfin, en rôle de méchant, ils prennent Henry Silva, qu'on a pu voir souvent dans des rôles de méchants dans Les Guerriers du Bronx 2 de Enzo G. Castellari en 1983, ou le film Sale temps pour un flic de Andrew Davis en 1985. Pour la production du film, ils vont reprendre en directeur de la photo Alex Phillips Jr. ainsi qu'un deuxième individu appelé Frédéric Elmis, qui a travaillé avec David Lynch sur Eraserhead en 1977 et qui travaillera plus tard sur plein de films avec Ang Lee et Jim Jarmusch. Donc c'est a priori un directeur de la photo qui n'est pas mauvais. Le tournage, donc, il s'est fait dans la foulée du premier. Un décor somptueux a été construit pour le film, juste à l'extérieur des chutes Victoria, à la frontière de la Zambie et du Zimbabwe. La séquence de la traversée de la caverne a été filmée en dernier et en studio. On le remarque en scrutant la longueur de cheveux des acteurs. Notons aussi qu'une scène de fouet a été supprimée afin d'éviter de ressembler trop à Indiana Jones, mais on peut la voir en extrait dans la bande-annonce. Parlons maintenant de la post-prod. La musique sera composée par Michael Lean, qui a travaillé sur American Ninja en 1985, mais il produira seulement 20 minutes de musique car la Canon reprend des musiques du premier film ainsi que d'autres musiques utilisées dans d'autres films de la Canon. Le montage est réalisé par 3 personnes différentes, ce qui est inquiétant et ne promet rien de bon pour la sortie du film. Ils ont dû avoir des soucis. Donc le premier, c'est Gary Griffin qui a travaillé sur La plage sanglante de Jeffrey Bloom en 1980. Le deuxième, c'est Alain Jaboubowicz qui a monté Delta Force de Menahem Golan et Massacre à la tronçonneuse 2 de Toby Hooper en 1986. Enfin, le dernier, c'est Daniel Loventhal qui a participé au montage de Invasion USA de Joseph Zito en 1985. La distribution du film est spéciale parce que le film sort d'abord en Allemagne de l'Ouest le 18 décembre 1986, puis un mois après aux États-Unis le 30 janvier 1987, et enfin en France le 1er avril 1987. C'est un échec rapide au box-office, le film n'ayant pas été bien assez vendu selon Richard Chamberlain, parce que le film était vendu comme un film d'aventure sérieux alors que ça reste une comédie très forte. Il y a eu 2 occasions de faire un 3e film. La première, c'était basé sur le fait que ça devait être une trilogie, donc le 3e épisode, ça devait raconter l'histoire du roman de l'écrivain Haggard, appelé She and Alan, mais ça n'a pas abouti à cause de l'échec financier du 2e film. Et en 2011, Menahem Golan a eu une autre idée, il a voulu faire un 3e épisode dans cette série, donc ça devait s'appeler Alan Quatermain and the Jewel of the East. Selon le documentaire de 2015 à Golan Farewell to Mr. Cinema, on aurait dû voir Quatermain, toujours interprété par Richard Chamberlain, devoir sauver sa fille des chasseurs de trésors chinois au Congo. Malheureusement, Golan est décédé le 8 août 2014, avant que cela puisse se faire. Donc voilà, concernant l'histoire de ces films, on va regarder ensemble ces éditions. Alors, si on compare les 2 versions Blu-ray et DVD, on voit qu'ils ont repris la même affiche là au recto, mais ils l'ont mis à l'envers. À gauche, nous avons Sharon Stone à droite, et à droite, nous avons Sharon Stone à gauche. Alors heureusement, ça fait pas bizarre de le voir dans les 2 sens, parce que si vous essayez de faire ça sur des photos, parfois ça rend dégueulasse, on reconnaît les gens deviennent dégueulasses sur des photos retournées. Donc là, ça va, ça passe pas mal. Donc on va regarder d'abord l'édition DVD que j'ai eu à 50 centimes. Donc on a le titre en anglais, et ici le titre en français. On retrouve le méchant ici, donc ça c'est Henry Silva.
James Earl, je sais pas trop où il est. Hop, nos acteurs principaux en grand. Et des personnes qu'on dirait issues du Ku Klux Klan en bas, sur un grand escalier. Sur la tranche, on retrouve les 2 titres du film dans les 2 langues. Une petite vignette avec le héros du film. Et à l'arrière, des vraies photos. Donc là, 2 petites vignettes où vraiment on n'arrive pas du tout à voir ce qui se passe sur les photos. Et là, Sharon Stone pendu dans le vide au bras de Richard Chamberlain. Le film, donc, il est résumé dans les 2 langues. En termes de bonus, mais il n'y a pas grand chose, il y a juste la bande-annonce originale à cinéma. Et alors, ce qui est bien dans ce DVD, c'est qu'on a plusieurs langues qu'on ne retrouve pas sur l'édition Blu-ray. Donc, vous avez de l'anglais en Dolby Surround, du français en mono, et de l'allemand et de l'espagnol en mono. Bon, je ne regarderai pas en allemand ou en espagnol, mais bon. C'est la version Benelux, sous-titrage anglais. Donc là, ce qui est bien, c'est que vous avez le sous-titrage anglais qui n'est sûrement pas sur le DVD de l'autre édition Blu-ray. Et là, c'est pour les malentendants, désolé. Donc on a du néerlandais, du français, de l'italien. Donc bon, pour l'anglais, c'est juste pour les malentendants. Donc il n'y a pas l'anglais simple. Et le film fait 1h36. Malheureusement, c'est un DVD 5. Donc à voir si la compression est bonne. Alors moi, le DVD, je le garde, parce qu'il peut avoir un cadrage différent du remaster. Et à l'intérieur, une petite photo en haut, les chapitres, le casting. On a, je vous montre la sérigraphie du disque. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est un mur ou du sol. C'est bizarre comme sérigraphie. Ça ressemble plus à un mur. Donc voilà. Ils nous ont mis un mur sur le disque. C'est une drôle d'idée quand même. Donc voilà pour cette édition. Ce que je ferai, c'est que le disque, en fait, je vais le mettre dans l'édition Blu-ray, enfilé comme ça, dans une petite pochette que voilà. Et ça, la jaquette, je vais la mettre dans un classeur. Ça permet de gagner de la place. On va regarder l'édition Blu-ray. Donc ça, le recto, je vous ai déjà indiqué ce qui était intéressant par rapport à l'affiche. Il y a un Blu-ray et un DVD dans cette édition. Donc 10 €, c'était pas mal. À l'arrière, on retrouve d'autres photos. Donc encore une fois, ici, ils sont suspendus. C'est ce qu'on a vu sur une photo dans le DVD. Et par contre, là, on a un bandeau avec des photos inédites. Résumé du film. Une petite exergue par rapport au film. Donc les suppléments, vous avez un entretien avec Fabien Gordon, chroniqueur sur nanarland.com, 16 minutes, et la bande-annonce d'époque, encore une fois. En qualité technique, vous avez donc de l'anglais en 2.0 DTSAG Master Audio et le français aussi, et on ne sait pas si c'est stéréo ou pas pour le français. Sur le DVD, c'est pareil, c'est du 2.0 et il n'y a que du sous-titre français. Le film fait 1h39 en Blu-ray. Donc Blu-ray, c'est la vitesse normale, le DVD c'est en speed-up. Donc c'est toujours mieux d'avoir en Blu-ray, vous avez la version originale du film, en bonne qualité et sans accélération. On va déblister le disque. Alors, je sais pas comment je vais m'y prendre pour pas griffer le carton. Voilà, on fait une petite coche, on est rentré. C'est parti. Voilà, on va essayer de faire ça proprement. Voilà, le dessus c'est bon. Donc je ne sais pas s'il est sorti en VHS box cet opus, je pense que oui, mais j'ai pas réussi à le choper et là il est trop cher. Donc je reste sur cette édition Digipack. Voilà, c'est sorti. On va regarder ce Digipack. Donc à l'intérieur, comme vous voyez, c'est coloré, donc c'est sympa. Qui pense aussi à nous mettre à l'intérieur imprimé. Donc là c'est le verso du Digipack. On a une photo de très bonne qualité, bien nette, avec Sharon Stone et Richard Chamberlain. Et de l'autre côté, donc là c'est une actrice, je ne sais pas son nom, je ne saurais pas vous le dire, j'ai pas regardé avant. Donc très très bonne qualité de photo, il n'y a pas de souci. Bon, à l'intérieur, malheureusement, pas de livret pour en savoir plus sur le film, donc on retrouve. Donc là c'est le Blu-ray, une première sérigraphie dessinée. Et la même sérigraphie ici pour le DVD.
Donc c'est différent de la première édition VHS Box, hein, où il y avait 2 sérigraphies différentes. Et on va regarder maintenant le fond du Digipack, le fond intérieur. Et là c'est donc James Earl Jones à la gauche. Très bon acteur. Avec encore une fois une photo de très bonne qualité en termes de détails. Pas de souci. Donc voilà, c'est une belle édition qui entre désormais en ma possession. Je vais donc pouvoir remater ces films, ces petits nanars de ma jeunesse qu'on prend toujours plaisir à voir. Voilà, et je pense ne les avoir jamais vus en anglais d'ailleurs. Je les ai matés qu'en français ces films là. Donc je vais vous faire l'opération tout de suite. Vous voyez le DVD. Hop, ça va donc rejoindre cette petite pochette comme ceci. Voilà, comme ça je garde la version originale du film et je le glisse ici et ça prend beaucoup moins de place. Donc voilà, on va mettre ensemble les différents disques aujourd'hui en ma possession. Hop, on va centrer ça. Voilà. J'espère que vous avez apprécié donc cette petite chronique sur Alan Quatermain et cette présentation de ces 2 films. On se retrouve prochainement pour d'autres présentations d'achat, DVD, Steelbook, 4K, Blu-ray, j'ai encore plein de choses à vous montrer. Merci de votre écoute, salut à tous.